bonjour à toutes et à tous. On est le mercredi 14 décembre. Bonjour Rémi, tu vas bien? Sébastien, ça va et toi? Bah écoute, parfait. Donc voilà, on continue notre Tour de France avec notre merveilleux calendrier de l'Avent. Donc hier, on était dans le Bordelais. Aujourd'hui, voilà, on a un petit peu traversé, on est resté en sud de la France, on l'a traversé d'ouest en est. On est de nouveau dans une belle région. Je vous en dis pas encore plus que la dégustation va être à l'aveugle. Donc voilà, donc je vous le répète et je vous le dis comme tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans la chat box. On vous y répondra directement et de manière instantanée. Voilà, des questions sur l'appellation, sur le vin qu'on est en train de goûter ensemble ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre à toutes ces questions-là. Et donc aujourd'hui, on est avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui donc pour Merci. ouvrir la 14e case de notre calendrier de l'Avent. Tiens, je vais te laisser la parole, Rémi. Je te laisse enchaîner et commencer. Bonjour Gaël, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et donc, comme vous avez pu le comprendre aujourd'hui, on se retrouve avec le domaine de la Val-d'Ission, donc avec une appellation qui est Alpi IGP. Et donc, je voudrais savoir un petit peu, Gaël, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus, tout simplement de ton domaine, parce que j'ai pu comprendre que ça a une histoire assez riche et qui date d'assez longtemps. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus avec Oui, bien sûr. Donc, le domaine de Val-d'Ission, c'est un lieu qui a toujours été habité, hein, c'est un lieu dit. On retrouve des traces d'habitats gaulois, de villas romaines, il y a même des souterrains de Templiers. Donc, c'est un lieu qui a beaucoup vécu et depuis très, très longtemps. Le mot Val-d'Ission, en fait, viendrait du fait que les gens se réunissaient ici pour échanger, pour dialoguer. Et c'est devenu, en fait, la vallée où on disait, donc la vallée de l'addition, et par contraction, Val-d'Ission. Voilà. Okay. C'est un lieu qui est répertorié sur les cartes, hein, c'est un vrai lieu sur les cartes IGN, donc ça existe réellement en tant qu'entité géographique. Et le domaine, en fait, a commencé réellement à exister à l'époque de François Ier, puisqu'en fait, Sieur d'Acla de Châteaubert, qui était un aristocrate, a épousé une bâtarde de François Ier, Caroline du Prévost, et François Ier a donné donc aux d'Acla de Châteaubert le domaine. Donc, ces derniers l'ont gardé jusqu'en 1960, plus ou moins, époque à laquelle un avocat l'a repris, qui s'appelait Maître Gontier, qui était bâtonnier du barreau de Tarascon. À cette époque, c'était plus un endroit qui était destiné à faire des parties de chasse, voire des parties fines, on ne sait pas tellement. L'histoire est assez floue à ce sujet, on imagine ce qu'on veut. Et donc après, il y a eu un ou deux propriétaires successifs qui faisaient de l'arboriculture, un petit peu de vigne. Mais la renaissance viticole de Val-d'Ission a réellement commencé en 2004, où, avec le propriétaire actuel, donc moi je suis le directeur général, hein, le domaine appartient à la famille Faure, qui l'ont acheté en 2004, ils vivent sur place. On a commencé à replanter le domaine, à le recréer. Il y avait un embryon de cave, on a fait une très belle cave, il y avait 15 hectares de vignes, aujourd'hui on en a 80, il y avait très peu d'oliviers, on en a 30. Donc aujourd'hui, ça fait une très belle entité d'à peu près 250 hectares, dont 80-90 de vignes, 30 d'oliviers, le tout étant en bio depuis 2008. Voilà. Ok, d'accord. Génial. Et donc c'est effectivement une très grosse propriété. Ça représente à peu près combien de volume en termes de bouteilles par an? Pas tant que ça en fait en volume, puisqu'on a des rendements agronomiques qui sont faibles, hein, on a des sols qui sont assez pauvres. On va retrouver en fait en surface des cailloux, mais on va traiter sur du tuf en fait, un tuf assez dur, ce qui fait qu'on a un sol assez pauvre. Bien évidemment, comme tout le monde l'a remarqué depuis quelques années, ça s'est encore durci avec l'assèchement, c'est-à-dire qu'on a quand même des pluviométries qui sont extrêmement basses. Donc, de manière naturelle, on a des rendements agronomiques qui sont très faibles. Donc, on va faire entre, on va dire, 30 et 40 hectares, ce qui n'est pas surréaliste. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une grosse production. On fait à peu près, on va dire, entre 3000 et 4000 hectos selon les années. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Donc, il y a eu un passage en bio. Donc, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? C'est une manière différente de travailler? C'est effectivement peut-être… Oui, nous, comme on était en phase de, comment dire, de redéploiement du domaine, donc c'était le bon moment pour le faire. Hein. C'est plus facile de le faire quand tu crées que quand tu hérites quelque chose qui est déjà existant. Ceci étant, c'est vrai que d'une part, on est dans le parc national des Alpilles, dans un environnement qui est extrêmement préservé.
Val-d'Isson lui-même est un très très beau domaine avec une faune très diversifiée, des parties classées, etc. Donc on se devait aussi, nous, de préserver cet espace et de le remettre aux générations futures dans le meilleur état possible. Donc ça faisait partie d'une démarche logique, Mm. très ancrée aussi dans la région, Vallée des Baux, Basse-Vallée du Rhône, avec des conditions climatiques qui le permettent aussi. C'est très venté, très sec. Donc on a peu de pression cryptogamique, etc. Donc pour nous, ce que ça a impliqué, c'est davantage de travail au sol, de changer quelques équipements, mais globalement, c'est un passage qui s'est fait assez facilement quand même. D'accord, Ok. ok. Bon, bah, très bien. Bah, je pense qu'on a fait un bon cours d'histoire. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas une interro à la fin. Si, justement. Bon, bah, avant l'interro, je te propose qu'on le goûte ensemble. Ouais. Alors, du coup, je vais aller chercher la vinote numéro 14. Tiens, elle est là. Hop, voilà. Donc, la fameuse vinote avec donc le petit QR code que vous pouvez scanner pour avoir toutes les informations sur le domaine. Le petit flocon, donc pour dire qu'il faut mettre la vinote environ 10 minutes au frais pour l'avoir à bonne température. Et puis, effectivement, on est comme toi. On a ici la bouteille. Voilà. Alors vous avez une 75, vous avez de la chance puisqu'on est en rupture maintenant depuis juillet-août. Donc, il nous reste quelques bouteilles de 50 que je vais ouvrir une d'ailleurs tout de suite. D'accord. Et c'est effectivement un millésime collector maintenant. C'est Bah, parfait. Ouais, ça, c'est le succès. Voilà. Donc, Alors, en fait, l'IGP Alpi existe depuis en fait 2006, hein, où on l'a fédéré pour créer cette appellation à Val-d'Isson. Donc, c'est une appellation qui est limitée par le Rhône, la Durance et la plaine de la Crau, grosso modo. Et nous, à l'époque, donc, quand on était en IGP, enfin 20 Pays des Bouches-du-Rhône à l'époque, on a voulu, comment dire, optimiser ce qui pouvait être un frein au développement, comment dire, cette situation géographique qui nous permettait d'utiliser beaucoup de cépages. Donc, sur le domaine, on va retrouver essentiellement les grands cépages de Provence et de la vallée du Rhône, mais pas que, puisqu'on a 18 cépages sur le domaine de planté. ah oui, ok. Donc, on a vraiment essayé d'optimiser cette adéquation sol, cépage, etc., orientation. Et en l'occurrence, le blanc Alpi, donc 2021, c'est un assemblage de Vermentino, Roussanne et Grenache blanc, qui sont des cépages assez typiques de la base vallée du Rhône et de Provence. Mais on va retrouver aussi un petit peu de Viognier et un petit peu de Chardonnay. Voilà. D'accord. Et du coup, la particularité justement de pouvoir et du coup d'assembler ces différents cépages, qu'est-ce que chacun va apporter? En fait, D'ailleurs, vous avez tout le temps les mêmes proportions? non, il y a une dominante de Vermentino, Roussanne, Grenache blanc. Le Vermentino, c'est vrai que le rôle, c'est quand même le cépage emblématique de la Provence. Grenache blanc. Nous, en fait, on a la moitié du domaine qui est en Côte d'Aix, l'autre partie qui est en IGP Alpi, géographiquement au sol. Volontairement, on produit quasiment que l'IGP Alpi, puisqu'on s'est fait connaître avec IGP Alpi, mais on va retrouver, enfin, on conditionne et on vend essentiellement l'IGP Alpi plutôt, et on va retrouver donc ces cépages typiquement provençaux, que sont donc le Rolle, la Roussanne, Grenache blanc. Chardonnay, ça va apporter un petit peu de gras, un petit peu d'enveloppement, parfois un peu de tension. Et puis le Viognier, pareil, ça va nous amener sur une aromatique plutôt sur les fruits à peau blanche, l'abricot sec, etc. Voilà. D'accord. Mais c'est une dominante de Vermentino qui va surtout être marquée par les tilleuls, le côté un petit peu agrume, légèrement fruits exotiques, etc. Ok. Alors peut-être que certains Ouais, d'entre vous m'ont dit, hein, enfin m'ont vu. Donc du coup, moi j'ai versé avec la vinote de 4 centilitres. Hein, parce que cette année, on a les deux formats, ce qui nous a permis du coup de partager la vinote avec Rémi. Donc la vinote de 4 centilitres qui est dans le calendrier XL. Alors, effectivement, je trouve que ouais, on a une superbe couleur. Là, on est sur une jolie, Ouais, couleur jaune paille, assez ouais. pâle même. Il y a aussi des beaux reflets. Enfin, j'ai un bon fond blanc là. J'ai des beaux petits reflets un peu verts ou. Tout à fait, ouais. Alors ça, Ouais. c'est assez typique, ouais, les reflets verts. C'est assez caractéristique de nos vins, blancs en tout cas. Et ça, qu'est-ce qui donne ces reflets verts? Ça vient de quoi? C'est plutôt le Vermentino qui généralement donne ce Ouais. type de reflet. Il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Ah, et puis au nez, on a une expression de fruits exotiques, un peu floral. Les fruits exotiques, ils sont assez marqués, tout à fait. On a un petit peu le côté ananas Victoria.
On part un petit peu aussi sur les agrumes. On a bien évidemment tous les fruits à peau blanche en arrière-plan. C'est très légèrement fort blanche. Hein. Ouais. On a un léger côté acacé qui est sûrement apporté par le chardonnay. Et on retrouve un peu aussi l'abricot blanc. Ça, c'est le vionnier qui dénote un petit peu. Ah oui, exact, ouais. La Roussanne, ça va aussi apporter un côté assez floral, un petit peu exotique. On peut retrouver ces notes d'ananas sur le… Et tout le côté agrumes, ça va vraiment être apporté par le Vermentino. Rappelle-moi, cette cuvée, vous la produisez depuis combien de temps? On la produit depuis maintenant une vingtaine d'années. D'accord, ok. Et du coup, c'est une cuvée qui va beaucoup évoluer d'année en année ou justement, de par l'assemblage, essayer de faire en sorte que ce soit toujours à peu près pareil? On essaie d'avoir une constance. Hein. Ouais. C'est quand même la base de notre production. On travaille avec énormément de… Bon, les Alpes, c'est assez touristique quand même. Hein. On a une grosse base de clientèle dans le quart sud-est, de restaurateurs, etc. Et on essaie quand même d'avoir une sorte de consistance aromatique. Après, il y a des années où on n'a pas le choix, mais la plupart du temps, quand même, on arrive à avoir cette trame. D'accord, ok. On va le goûter, non? Hein? Allez. Ah, il y a une belle, je trouve qu'il y a une très très belle attaque. C'est très frais. L'attaque qui est fraîche. Ouais. On va retrouver un peu l'aromatique qu'on a décrit précédemment en bouche. Peut-être aussi un petit peu avec du coin, ce genre de fruits qu'on va retrouver. Et malgré tout, dans le sud de la France, on a quand même de la fraîcheur. Et cette acidité qui va pousser le fruit en bouche et qui fait qu'on a quand même, malgré tout, une longueur qui est appréciable. Donc, c'est assez gourmand, c'est assez croquant. C'est un vin qui est assez facile d'accès, qui a une belle complexité aromatique, mais qui n'est pas lourd. Ouais. Et je ne sais pas toi, Rémi, mais moi, je ne retrouve pas tout ce qu'on avait au nez, les agrumes, les fruits blancs, tout ça, les fleurs blanches, je les retrouve également en bouche. Tout à fait. Et effectivement, je trouve qu'il y a une belle complexité, une longueur très intéressante. Ouais. C'est assez cohérent. Parfois, on a des vins qui sont une sorte de dichotomie entre le nez et la bouche. Et là, il y a une vraie cohérence nez-bouche. Oui, vraiment, ça se ressemble. Ouais. Et nous, là, du coup, on avait mis un peu le vin au frais avant la dégustation. C'est un vin que tu conseilles de consommer à quel type de température? Alors, moi, généralement, j'aime bien dire 11, ça me paraît pas mal. Surtout qu'il fait quand même assez chaud chez nous. Donc, le vin, une fois servi, monte très vite en température dans les verres. C'est pas mal. D'accord, ok. Et c'est un vin qu'on peut garder longtemps, c'est un vin de garde? Ce pas des vins de garde, c'est des vins de demi-garde. Je pense que c'est des vins qu'on peut garder 4-5 ans, mais l'intérêt n'est pas là. Je pense que c'est des vins qu'il faut garder 1, 2, 3 ans, justement pour conserver cette aromatique et sur la fraîcheur, le côté gourmand. Après, on va partir sur des choses un peu plus mielé, un peu plus tilleul. Et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à faire avec ce vin, en tout cas. Ok. Et toi, Gaël, tu nous conseillerais un peu de le boire seul, ce vin, ou alors de le boire avec certains… L'apéro, c'est très sympa. Après, ça marche bien évidemment avec tout ce qui est un petit peu cuisine. Généralement, la cuisine locale marche bien avec les vins locaux. Hein. Ouais, c'est ça. On peut le consommer, par exemple, sur une dorade, simplement grillée avec un petit peu de fenouil à l'intérieur. Ça va très bien sur un veau aux olives. Ça va très bien sur un lapin au romarin. Voilà, après, on peut le consommer avec un peu de tapenade, avec un peu de chèvre du coin, légèrement arrosé d'huile d'olive au Pays Vallée des Baux, par exemple. Mais ça va très bien aussi avec, je ne sais pas moi, pourquoi pas une poularde crémée avec quelques morilles. Hein. On n'est pas raciste. Wow. Bon. Et en termes de, parce que moi j'adore le fromage, en termes de fromage, tu nous conseilles un fromage en particulier sur là-dessus? Alors ça, c'est vrai que ça va assez bien quand même tout ce qui est chèvre et brebis. Oui. Ok. Tout ce qui est, tout ce qui est brebis, ça va pas mal. Brebis à pâte dure avec un petit peu de pâte de coin, c'est pas mal. Eh ben, on sait quoi acheter pour la prochaine fois et pour le goûter. Écoute, c'était un beau cours d'histoire. Ouais, moi, j'espère que j'ai tout retenu. J'espère qu'il n'y a pas d'interro. Franchement, tu ne me la fais pas celle-là, s'il te plaît. Non, et puis c'est vrai, une très belle appellation et surtout une très belle cuvée. Donc, bravo Gaël, à toi et puis à toute ton équipe. Merci de le mettre en valeur, c'est sympa, de faire connaître au plus grand nombre. Voilà.
Et donc, voilà, nous, on va être encore là quelques minutes et quelques instants. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la chatbox et puis on vous répondra directement. En tout cas, Gaël, un énorme merci pour ce partage, cette Merci à passion, vous. de nous avoir bien fait saliver. C'était délicieux. Et puis, Rémi, je te donne rendez-vous demain. Ouais. Demain, on va remonter un petit peu. On va aller goûter un autre domaine, une autre appellation dans la Loire, mais je n'en dirai pas plus. On est toujours sur une dégustation à l'aveugle. Gaël, merci et à Merci très à Merci à toi. bientôt. vous. À Bonne bientôt. année. Bye bye. Merci, au revoir.